La maison de plage et le cadeau de remise de diplôme de Sarah. Papa a souri fièrement. Ils avaient prévu une grande fête d'emménagement. J'ai vérifié mon téléphone alors que la fiducie s'activait. Les codes de sécurité ont changé automatiquement. C'était un dimanche à la fin du mois de juin, le genre de matinée qui semble mise en scène. Le restaurant que mon père avait choisi était le genre d'endroit où les menus du brunch étaient imprimés sur du papier cartonné épais et où les mimosas étaient servis dans des flûtes. Tout dans cette matinée avait été chorégraphié. La salle à manger privée, les pivoines blanches du centre de table dont je savais qu'elles coûtaient 240 € parce que ma mère l'avait mentionné 3 fois cette semaine-là. Le gâteau près de la fenêtre avec le nom de Sarah tracé en glaçage or pâle. Les places assises disposées de manière à ce que Sarah soit directement en face de mon père, au centre du cadre. J'étais arrivé 11 minutes en avance car j'arrive toujours en avance aux événements qui m'angoissent. Cela me donne le temps de m'installer dans la pièce avant qu'elle ne se remplisse de monde. Je me suis assise à la place qui m'était assignée. Je pouvais deviner que c'était la mienne car c'était la seule sans carte de placement, ce qui est une déclaration en soi, et j'ai commandé un café et j'ai regardé les nappes blanches et les pivoines et le gâteau et j'ai pensé à ma grand-mère. La famille est arrivée par petits groupes. Ma mère est entrée la première avec tante Diane, plongée dans une conversation sur le calendrier des rénovations de la maison de plage qui, apparemment, était déjà en cours depuis 2 semaines. Elles avaient déjà discuté du carrelage. Ma mère voulait quelque chose appelé marbre Calacata. Et tante Diane pensait que le carrelage existant était très bien et avait juste besoin de nouveaux joints. Et ce fut le débat qui les porta à travers la porte et à travers la pièce jusqu'à leur siège. Un débat suscité par un cadeau qui n'avait pas encore été officiellement offert. Mon frère Chris est arrivé ensuite, seul, légèrement froissé, la cravate un peu de travers, ressemblant à une personne qui s'était habillée à la hâte par choix de personnalité. Il s'est laissé tomber sur le siège à côté du mien, a volé un morceau de pain dans la corbeille et a dit « Grand jour ». Sur le ton de quelqu'un qui trouve les grands jours légèrement épuisants. « Grand jour » ai-je approuvé. « Tu vas bien ?»« Bien » ai-je dit. Et je le pensais de la façon dont les gens le pensent quand ils vont bien dans un sens spécifique, même si ce n'est pas le cas dans l'ambiance générale. Mon père est arrivé avec Sarah. Il était passé la prendre à son appartement, un geste qui, dans notre famille, signifie qu'une occasion est sérieuse. Il portait un nouveau costume. Sarah portait une robe portefeuille de couleur crème et le genre de petit talon qui semble naturel et coûte une somme d'argent considérable. Elle était magnifique. Elle est souvent magnifique. C'est l'une des choses à propos de Sarah que j'ai appris très tôt à accepter sans ressentiment. C'est simplement vrai. De la même manière que la météo est vraie. Ils ont franchi la porte et l'atmosphère de la pièce a changé. Pas de façon dramatique, juste légèrement. De la façon dont l'aiguille d'une boussole bouge quand on en approche un aimant. Ma mère s'est levée. Tante Diane a émis un son de ravissement. Chris a redressé sa cravate d'1 centimètre. J'ai pris ma tasse de café à 2 mains. Sarah a regardé autour de la pièce avec une expression que j'avais déjà vue. La satisfaction tranquille de quelqu'un qui arrive dans un endroit qui a été préparé pour lui. Pas de l'arrogance exactement, juste de la certitude. La certitude de quelqu'un qui n'a jamais eu de raison de douter que les pièces seraient préparées. Elle est incroyable, a dit ma mère. En effet, ai-je approuvé. Parce qu'elle l'était. Mon père l'a guidé vers son siège avec une main au creux de son dos. Et puis il a regardé autour de la table vers nous tous avec une expression si ouvertement fière et heureuse que j'ai découvert que je ne pouvais pas en être irrité. Il aimait Sarah d'une manière totale et simple. Et ce n'était pas sa faute s'il m'aimait différemment. C'était juste vrai. Merci à tous d'être venus, a-t-il dit. C'est un grand jour pour notre famille. J'ai vérifié mon téléphone sous la table. 10h47 du matin, 1h13 avant midi. Ma famille n'est pas inhabituelle dans les domaines qui comptent. Mon père a construit quelque chose à partir de pas grand-chose, ce qui est véritablement admirable et il sait que c'est admirable, ce qui l'a rendu généreux dans certaines directions et aveugle dans d'autres. Il a grandi modestement dans une famille qui exprimait son ambition principalement par le silence sur le sujet de l'échec et un enthousiasme bruyant pour le succès. Les parents de ma mère étaient différents. Son père avait immigré à 22 ans avec presque rien et avait transformé, en 30 ans, un petit restaurant en un portefeuille immobilier commercial d'une taille significative. Ce n'était pas un homme qui parlait d'argent. Il avait vu ce que la discussion ouverte sur l'argent faisait aux familles,
des cousins se battant pour des choses que leurs parents n'avaient pas encore fini de construire. Et il avait décidé très tôt qu'il protégerait sa famille de cette corruption en étant discrètement compétent plutôt que publiquement riche. Ce que cela signifiait concrètement, c'est qu'aucun de ses enfants ou petits-enfants n'avait une compréhension précise de ce qu'ils possédaient. Nous savions qu'ils étaient à l'aise. Nous savions que lorsque mon grand-père emmenait la famille élargie au restaurant, il payait sans discuter et sans en faire un spectacle. Mais les chiffres réels étaient privés, gardés secrets, visibles uniquement dans leurs effets. Ce que je sais maintenant et ce que je savais depuis l'âge de 15 ans, c'est qu'au moment de la mort de mon grand-père, le portefeuille était substantiel. Il ne l'avait pas construit pour en profiter. Il l'avait construit pour le transmettre. La question était de savoir comment. J'avais 15 ans l'été où ma grand-mère est tombée malade. Ce n'était pas le genre de maladie soudaine et dramatique qui arrive avec un but narratif clair. C'était le genre lent, une promenade plus courte l'après-midi, une sieste plus longue, des repas qui demandaient plus d'énergie pour être terminés. Le genre de maladie qu'un certain type de personnes gère en gérant la perception que les autres en ont. Ma grand-mère ne nous a pas dit qu'elle mourait. Elle nous a dit qu'elle était fatiguée. Je passais cet été-là chez elle, comme je le faisais la plupart des étés pendant cette période, parce que mes parents voyageaient en juin et juillet, et que l'alternative de rester avec tante Diane était bien, mais bruyante dans les proportions qu'un été exige. La maison de ma grand-mère était calme, grande et calme, et organisée avec la précision des gens qui ont eu des décennies pour développer leur système. La cuisine avait des rideaux jaunes qu'elle avait cousus elle-même en 1974 et qu'elle n'avait jamais remplacés parce qu'elle n'en voyait pas la raison. Je passais ces matinées à lire sous le porche arrière pendant qu'elle jardinait. L'après-midi, nous cuisinions ensemble, nous allions au marché fermier où nous regardions de vieux films dans le petit salon. Et le soir, elle préparait du thé et nous nous asseyions à la table de la cuisine, sous les rideaux jaunes, et nous parlions. Elle était le genre de personne qui s'intéressait à ce que vous pensiez spécifiquement, et pas seulement à savoir si vous étiez heureux. Elle posait des questions qui exigeaient de vraies réponses. Parler avec elle donnait l'impression d'être prise au sérieux, ce qui n'était pas quelque chose que je vivais en grande abondance pendant cette période de ma vie. Ce fut un mardi soir à la fin du mois de juillet qu'elle m'a parlé de la fiducie. Je ne m'y attendais pas. Nous avions parlé d'un livre que je lisais, un roman sur une famille qui prenait de mauvaises décisions à travers les générations. Et elle avait dit quelque chose sur la façon dont les familles prennent très souvent de mauvaises décisions sans se rendre compte qu'elles les prennent, ce qui semble être de la sagesse rétrospectivement, mais que j'ai enregistré à l'époque comme une observation plutôt que comme une préface. Elle m'a versé une deuxième tasse de café. Elle me donnait du café à la table de sa cuisine depuis que j'avais 13 ans, ce que ma mère ignorait et que j'avais compris, même à l'époque, comme une forme de respect. Et elle a croisé les mains et a dit, « Je dois te parler de quelque chose. Pas parce que cela affectera ta vie immédiatement, mais parce que cela devrait influencer ta façon de penser à l'avenir, et tu es assez grande maintenant pour penser à l'avenir. » Elle avait une façon particulière de parler qui donnait aux déclarations un aspect formel sans être froid, comme si quelque chose était enregistré pour les archives. Elle m'a parlé de la fiducie. En 1991, elle et mon grand-père avaient établi une fiducie familiale pour détenir tous leurs actifs immobiliers, la maison de plage, le chalet à la montagne, les propriétés commerciales du centre-ville. Un fiduciaire corporatif gérait tout. La famille utilisait les propriétés librement, mais elle n'en était pas propriétaire dans un sens pratique. La condition de succession était spécifique. Au 30 anniversaire du petit enfant aîné, le contrôle total serait transféré à ce petit enfant en tant que fiduciaire unique et bénéficiaire principal. Ma grand-mère m'a regardé à travers la cuisine au rideau jaune et a dit, « C'est toi, Nathalie, dans 15 ans. » J'avais 15 ans. 15 ans semblait être une distance que je ne pouvais pas traverser du regard. Elle a dit, « Je te le dis maintenant parce que je veux que tu aies le temps de le comprendre, de te préparer. Je veux aussi te le dire pendant que je suis encore capable de l'expliquer moi-même plutôt que de te laisser le découvrir à partir de documents. » Je lui ai demandé pourquoi elle ne l'avait pas dit à mon père. Elle est restée silencieuse un moment. Pas le genre de silence qui signifie qu'elle n'a pas de réponse, mais le genre qui signifie qu'elle décide de quelle partie de la réponse donner. Ton père, a-t-elle dit finalement, est un homme bon qui prend des décisions généreuses. Parfois trop généreuses et parfois avec des choses qui ne lui appartiennent pas entièrement. Ton grand-père et moi en avons parlé pendant longtemps. Nous avons décidé que la fiducie devait aller à quelqu'un qui a de la patience. Elle m'a regardé fixement. Tu as toujours eu de la patience, Nathalie.
Même quand tu étais petite, tu étais celle qui attendait. Elle m'a donné 3 lettres avant de mourir et le nom de l'avocat. Elle m'a dit de le contacter pour revoir les documents, de trouver un conseiller financier en qui j'avais confiance. Pas un ami de la famille, mais un professionnel que je choisirais indépendamment. Puis elle a dit, n'en parle à personne. Pas encore. Pas avant que ce soit le moment. Elle est décédée 9 mois plus tard, en avril, ce qui n'était plus une surprise à ce moment-là, bien que cela soit resté une grande tristesse. Elle a eu le genre de mort qui semble juste dans le sens spécifique et étroit où elle s'est produite dans sa propre maison, dans la chambre qu'elle a choisie, après avoir arrangé tout ce qu'elle voulait arranger. Aux funérailles, debout au fond de l'église dans ma belle robe noire, j'ai pensé au rideau jaune, à la table de la cuisine et à la carte de l'avocat dans ma boîte ignifuge, et j'ai senti le poids de ce qu'elle avait mis entre mes mains. Et j'ai compris pour la première fois ce que coûte réellement la patience. La première lettre est arrivée le jour de mon 18 anniversaire, livrée par courrier recommandé par le cabinet de l'avocat spécialisé en succession. Enveloppe de couleur crème. L'écriture soignée de ma grand-mère à l'intérieur, datant de 3 ans avant que je ne la lise. Une chose étrange, comme une transmission d'une autre époque. Elle a écrit sur la fiducie en détail, les propriétés, la structure du fiduciaire corporatif, comment contacter l'avocat. Elle m'a dit de trouver un conseiller financier en qui j'avais confiance, pas un ami de la famille, mais un professionnel que je choisirais indépendamment. À la fin, elle a écrit, « Je sais que c'est une lourde charge à porter, et je sais que tu ne l'as pas demandé, mais je sais aussi que tu es la bonne personne pour cela. Tu vois les choses clairement, tu l'as toujours fait. » J'ai appelé l'avocat le lendemain. Il attendait mon appel. J'ai passé l'été suivant à lire des documents de fiducie. La deuxième lettre est arrivée à 25 ans, plus courte. Elle m'a dit d'engager un avocat plaidant en fiducie et succession. Pas l'administrateur de la succession, mais quelqu'un qui pourrait confirmer que la clause de succession était applicable en vertu de la loi en vigueur. Elle a réitéré que je ne devais en parler à personne avant la date d'activation. Elle a terminé par « Tu as peut-être été tenté de le dire à quelqu'un maintenant. » Porteur un secret pendant des années est difficile, en particulier lorsque tu regardes des décisions être prises autour de toi que le secret clarifierait. Mais révéler cela avant le bon moment ne fera que créer des opportunités de compliquer le plan. S'il te plaît, fais-moi confiance. Je connaissais cette famille. Elle avait raison. Il y avait eu des moments, un Noël où mon père avait lancé l'idée de convertir le chalet en location pour financer la maîtrise en administration des affaires de Sarah, ce qui aurait nécessité la modification d'actifs de la fiducie auquel il n'avait pas le droit de toucher. Alors que j'avais failli dire quelque chose, j'ai tenu ma langue. Il n'a pas donné suite, mais ce fut de justesse. La troisième lettre est arrivée 6 semaines avant mon 30 anniversaire. Une seule page manuscrite. C'est à toi maintenant. Protège-la. La famille résistera et certains seront en colère et d'autres te feront sentir que tu as fait quelque chose de mal. Tu n'as rien fait de mal. Tu as fait quelque chose de bien. Tiens bon. Je t'aime et je suis fier de toi. S'il te plaît, prends soin des rideaux jaunes. J'aimerais qu'ils restent. Il n'y avait pas de rideaux jaunes à la maison de plage. J'ai toujours pensé qu'elle voulait dire autre chose par là. Je n'ai jamais été entièrement sûr de quoi. Je veux être clair sur un point avant d'aller plus loin parce que je pense que c'est important pour comprendre la tournure particulière de ce qui s'est passé ce dimanche de juin. Je ne pense pas que mes parents soient de mauvaises personnes. Je ne pense pas que le favoritisme de mon père envers Sarah soit le produit de la méchanceté. C'est le produit de quelque chose de plus compliqué et probablement de plus commun. La façon dont l'amour prend parfois le chemin de la moindre résistance, la façon dont il coule vers la lumière, la chaleur et la facilité, et la façon dont un enfant qui est facile à ravir donne à un parent plus d'opportunités de se sentir comme un bon parent. Ce qui est sa propre sorte de boucle de rétroaction. Sarah a toujours été facile à ravir. Elle possède une qualité d'enthousiasme qui est véritablement contagieuse. Elle vit les choses intensément, et elle exprime cette expérience extérieurement. Quand elle était heureuse, la pièce était plus lumineuse. Quand elle était malheureuse, la pièce en était consciente. Elle n'a jamais été une enfant méchante. Elle occupait simplement beaucoup d'espace, et j'en occupais moins. Et au fil du temps, la famille s'est organisée autour de ces deux centres gravitationnels d'une manière qui semblait naturelle à tout le monde, sauf occasionnellement à moi. J'ai un souvenir précis de quand j'avais 11 ans, et que Sarah en avait 6. C'était mon anniversaire.
Mes parents avaient organisé une petite fête à la maison. 6 de mes amis d'école, un gâteau au chocolat. Sarah, qui avait été mise au lit avant le début de la fête parce qu'elle avait 6 ans, est apparue en haut des escaliers dans son pyjama et a refusé de descendre parce qu'elle voulait en faire partie. Les 25 minutes suivantes ont été consacrées à gérer la situation pendant que mon gâteau au chocolat restait sur la table et que mes 6 amis d'école regardaient le sol. Personne ne s'est excusé par la suite. Je ne pense pas qu'il soit venu à l'esprit de quiconque qu'une excuse était nécessaire. Sarah avait voulu quelque chose et avait exprimé ce désir bruyamment, et la situation avait été gérée, ce qui était la façon dont les situations impliquant Sarah étaient généralement traitées. Ce n'est pas une seule histoire. C'est la forme d'un grand nombre d'années. Au moment où j'étais au lycée, j'avais développé une théorie fonctionnelle sur ma propre famille. J'étais celle qui gérait les choses, pas de façon dramatique ou visible, mais de la manière quotidienne et discrète de la personne qui s'assure que le bon cadeau est commandé, qui remarque quand quelqu'un a l'air fatigué lors d'un dîner de famille et ajuste la conversation. Qui absorbe le poids de la pièce pour que la pièce puisse se sentir légère. J'avais appris à prendre moins de place parce que moins de place était ce que la pièce exigeait de moi. Et j'avais rempli cette fonction avec une telle constance que je pense que ma famille avait oublié que c'était une performance et avait fini par croire que c'était simplement ma nature. Ma grand-mère a vu clair là-dedans. Je pense que c'est en partie pour cela qu'elle m'a fait confiance. Elle m'avait observé pendant 15 ans et avait vu à la fois ce que j'étais et ce qu'on me demandait d'être. Et elle avait décidé que la première était suffisamment substantielle pour qu'on lui confie quelque chose de réel. C'est un type particulier de reconnaissance que d'être vu par quelqu'un qui compte. Cela reste. Je suis allé dans une université d'État à 2 heures de chez moi et j'ai étudié la finance, terminant mon diplôme en 4 ans avec mention. Noté avec une modeste fierté à la table du dîner et on n'en a plus beaucoup reparlé. Sarah, 4 ans plus tard, a fréquenté une université privée de l'autre côté du pays, ce qui a généré considérablement plus de conversations, avant, pendant et après. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai déménagé dans la ville où je vis encore et j'ai trouvé du travail dans une société de gestion d'investissement de taille moyenne. J'ai été promu 3 fois en 5 ans. Je ne raconte pas cela pour me vanter. C'est simplement le contexte de ce à quoi ressemblait ma vie pendant les années où la fiducie s'accumulait en arrière-plan. J'ai construit une vie qui était véritablement la mienne, un petit appartement que je payais, un ensemble d'amitiés qui avaient survécu à l'usure ordinaire de la vie adulte, une carrière qui exigeait quelque chose de réel et donnait quelque chose de réel en retour. J'ai également trouvé un conseiller financier de manière indépendante, comme ma grand-mère me l'avait conseillé, qui passait en revue les documents de la fiducie avec moi chaque année depuis que j'avais 25 ans. À mon 28 anniversaire, j'avais une image complète de la fiducie, de sa composition, de ses revenus, de ses passifs, de ses coûts de gestion et de sa valeur projetée à la date d'activation. J'avais retenu les services de l'avocat spécialisé en fiducie et succession sur la suggestion de ma grand-mère et confirmé que la clause de succession était inattaquable. Le fiduciaire corporatif avait confirmé le calendrier. Au cours de toutes les années où cela s'était développé, 15 ans de la table de la cuisine à la date d'activation, je n'avais pas dit un mot à qui que ce soit dans ma famille, à l'exception de ma grand-mère, qui était morte. Sarah a obtenu sa maîtrise en administration des affaires en mai, 6 semaines avant le brunch. La remise des diplômes en elle-même était une superproduction. Mes parents ont traversé le pays en avion pour la cérémonie. Il y a eu des photos et des dîners et ce que ma mère a décrit comme un week-end de célébration impliquant un hôtel, un spa et des dépenses considérables. J'ai envoyé à Sarah une carte et une carte cadeau pour une librairie. Elle m'a remercié dans un message texte avec un visage souriant. La maison de plage avait été discutée dans la famille pendant des années comme une vague possibilité éventuelle. Sarah adore la côte. Sarah pourrait utiliser une base pour sa carrière. Imaginez ce qu'elle ferait avec le bon espace. Et j'avais regardé cette conversation se développer au cours de plusieurs réunions de famille avec l'attention particulière de quelqu'un qui sait ce que les autres personnes dans la pièce ignorent. Mon père s'était progressivement convaincu d'un plan qu'il n'avait pas l'autorité d'exécuter, en construisant la logique par étapes, de sorte qu'au moment où il a pris la décision, elle semblait inévitable plutôt qu'impulsive. Il lui avait promis la maison de plage avant sa remise de diplôme. Lors d'un appel téléphonique auquel je ne participais pas, mais que ma mère a mentionné en passant avec le ton satisfait de quelqu'un qui considère la générosité comme une vertu indépendante de sa source. « Papa donne la maison de plage à Sarah », avait dit ma mère. « N'est-ce pas merveilleux ? Elle va en faire de si belles choses. » J'ai dit, c'est une chose importante à promettre.
Ma mère m'a regardé avec l'expression particulière qu'elle utilise parfois lorsqu'elle pense que je suis inutilement compliqué à propos de quelque chose qui devrait être simple. C'est une propriété familiale, a-t-elle dit. Nous l'avons toujours utilisée en famille. C'était vrai de la même manière que beaucoup de choses sont vraies, exactes dans un sens et significativement incomplètes dans un autre. En février, 4 mois avant le brunch, j'ai envoyé un courrier électronique à mon père. Je l'ai gardé court et non alarmiste car je ne voulais pas provoquer de crise avant que cela ne soit nécessaire et car je savais que la réponse de mon père aux choses qui ressemblaient à des crises était de les reporter jusqu'à ce qu'elles deviennent le problème de quelqu'un d'autre. Ce qui était précisément la dynamique que j'essayais d'interrompre. J'ai écrit que je voulais signaler quelque chose à propos des propriétés familiales dont il devrait être conscient avant de prendre des engagements à long terme. J'ai expliqué que la fiducie des propriétés côtières avait une clause de succession s'activant lors de mon prochain anniversaire et qu'il devrait revoir la documentation de la fiducie avant de faire des promesses formelles sur les actifs de la fiducie. J'ai inclus le nom de l'avocat spécialisé en succession et suggéré qu'il l'appelle. Il n'a pas répondu. J'ai envoyé un suivi 3 semaines plus tard. Il n'a pas répondu à cela non plus. À l'action de grâce, j'ai trouvé un moment où lui et moi étions seuls dans la cuisine et j'ai dit prudemment, « As-tu eu l'occasion de regarder cette histoire de fiducie dont je t'ai parlé par courrier électronique ?» Il m'a regardé avec l'expression légèrement floue d'une personne qui n'est pas sûre de ce à quoi vous faites référence. « Quelle histoire de fiducie ? Je t'ai envoyé un courrier électronique en février au sujet de la fiducie des propriétés côtières, la clause de succession. Je reçois beaucoup de courriers électroniques, a-t-il dit. Je vais y jeter un œil. Il n'y a pas jeté un œil. J'ai pris une note dans mes dossiers. Je tenais des dossiers depuis que j'avais consulté l'avocate spécialisée en fiducie et succession au sujet de mes obligations pendant la période de transition. Elle m'avait conseillé de documenter toutes les tentatives d'informer les parties concernées. J'avais tout documenté. J'avais fait ce que je pouvais. J'avais essayé 2 fois par écrit et 1 fois en personne. Il avait classé les courriers électroniques et continué à planifier une fête pour un cadeau qu'il n'avait pas le droit d'offrir. Ce n'était pas de ma faute. Cependant, cela allait être mon problème. La veille du brunch, je me suis assise à la table de ma cuisine avec un verre de vin et les documents de la fiducie ouverts sur mon ordinateur portable, et j'ai passé en revue le calendrier 1 fois de plus. Pas parce que je ne le connaissais pas, mais parce que savoir quelque chose et s'asseoir avec sont des activités différentes, et les 2 sont nécessaires avant un événement important. L'activation se produirait à midi le jour de mon anniversaire. Le fiduciaire corporatif l'avait confirmé dans une lettre le mois précédent. Les codes de sécurité du système de gestion immobilière numérique seraient mis à jour automatiquement. Mon avocat enverrait un message texte de confirmation. J'ai toujours été doué pour déterminer ce que je ressens à propos des choses quand je me donne le temps de le faire. Cette compétence exige d'être prête à regarder une chose inconfortable sans broncher, sans l'habiller d'un langage qui la rend plus acceptable. Ce que je ressentais était ceci. J'étais véritablement triste que la situation en soit arrivée à une confrontation. Je n'avais pas voulu cela. J'avais voulu une conversation, une que mon père et moi aurions pu avoir en février ou à l'Action de grâce ou à tout moment au cours des années précédentes s'il m'avait jamais interrogé sur la fiducie ou sur les communications administratives qu'il avait classées sans les lire. J'avais voulu que quelqu'un dans ma famille pose la question. Personne ne l'avait fait. Sous la tristesse, il y avait quelque chose que je ne pouvais appeler que de la détermination. Ma grand-mère m'avait dit de tenir bon. Elle avait connu cette famille plus complètement que quiconque et avait passé des années à planifier exactement ce genre de moment. J'allais maintenir le cap. J'ai fermé l'ordinateur portable à 10h30. J'ai dormi, pas parfaitement, mais suffisamment. La salle à manger privée était séparée de la salle principale du restaurant par des portes en verre dépoli qui étouffaient le bruit de l'extérieur. Il y avait 12 personnes à la table. Mes parents, mon frère Chris, tante Diane et son mari. 2 des cousins de ma mère, l'ami d'université de mon père et sa femme qui étaient en visite pour le week-end, Sarah et moi. La table était ovale, recouverte de lin blanc avec les pivoines au centre et de petits menus dans des dossiers en cuir à chaque place. La première heure et demie a été la substance ordinaire des occasions familiales. La nourriture commandée et livrée, le vin choisi, les conversations se chevauchant à la manière des grandes tables familiales où tout le monde parle à des volumes légèrement différents de choses légèrement différentes. Mon père a raconté une histoire sur un voyage d'affaires. Tante Diane et ma mère ont poursuivi leur discussion sur le carrelage.
Chris a mangé du pain et a plus écouté qu'il n'a parlé, ce qui est son mode habituel. Les deux cousins se sont parlé de quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Sarah était lumineuse de la façon dont les gens sont lumineux lorsqu'ils sont le centre d'une occasion qu'ils ont anticipée. Elle riait facilement, posait des questions et touchait les bras des gens quand ils disaient des choses qu'elle trouvait charmantes. Elle a parlé de ses projets. Pas encore de la maison de plage, pas formellement, juste de la maison, de la manière prudente de quelqu'un qui sait que la révélation arrive et qui maintient la forme du cadeau dans l'air, et de ses plans pour sa carrière, du nouveau travail, des clients avec lesquels elle avait hâte de travailler. Elle ne m'a pas interrogé sur mon travail. Elle le fait rarement. J'ai mangé mes œufs, j'ai bu mon café et j'ai regardé l'horloge. À 11h30, mon père s'est levé et a fait teinter son verre. La table s'est calmée. Je veux dire quelque chose, a-t-il dit. Je veux dire que je suis incroyablement fier de cette jeune femme. Il a fait un geste vers Sarah avec l'expression d'un homme prononçant un discours bien répété, ce qui était le cas. Elle a travaillé dur pendant 4 ans et a gagné quelque chose qui compte, et ta mère et moi voulions marquer l'occasion d'une manière qui soit à la hauteur de ce qu'elle a accompli. Sarah l'a regardé avec de grands yeux pleins d'attente. Il a mis la main dans la poche intérieure de sa veste et a sorti un porte-clés. Il l'a tenu en l'air. Les clés ont accroché la lumière. La maison de plage, a-t-il dit en souriant, est le cadeau de remise de diplôme de Sarah. La table a explosé de la façon particulière dont les tables familiales explosent lorsque quelque chose de grand et de brillant a été annoncé. Des exclamations, des larmes de ma mère, des applaudissements des cousins, tante Diane disant « Elle le savait. Elle le savait. Elle le savait depuis des mois. » Sarah a mis ses mains sur sa bouche, un geste qui, je le croyais, était sincère. Elle avait l'air véritablement submergée, ce qui était émouvant même pour moi, même sachant ce que je savais. Elle s'est levée et a serré mon père dans ses bras pendant un long moment. « Je n'arrive pas à y croire, a-t-elle dit. Je n'arrive pas à croire que vous me donniez la maison de plage. Elle est à toi, a-t-il dit. Va en faire quelque chose de beau. Mon téléphone était face contre table. Je l'ai laissé face contre table. 11h43, 17 minutes. Chris, à côté de moi, s'est penché et a dit doucement, « Tu vas bien. » Bien, ai-je dit. Elle est heureuse, a-t-il dit. Elle l'est, ai-je dit. Il y a eu une pause. Chris est quelqu'un qui remarque les choses sans en faire toute une histoire. Il m'a regardé un instant de plus qu'il n'était strictement nécessaire, puis il a pris son verre d'eau. La conversation à table s'est déplacée vers la logistique. La fête d'emménagement prévue pour le samedi suivant, le calendrier des rénovations, les meubles que Sarah prévoyait d'apporter. Ma mère avait déjà fait des recherches sur les entrepreneurs locaux. Tante Diane avait des opinions sur la terrasse. Sarah était sur son téléphone, montrant les clés à quelqu'un. J'ai regardé tout cela. J'ai pensé à ma grand-mère à la table de sa cuisine avec les rideaux jaunes. J'ai pensé à la carte de l'avocat dans ma boîte ignifuge. J'ai pensé à 15 ans de lettres, de documents, de rapports trimestriels et à une seule page manuscrite qui disait « Tiens bon ». À 11h58, je me suis excusé et je suis allé aux toilettes. Je me suis tenu devant le lavabo et j'ai fait couler de l'eau froide sur mes poignets, ce que je fais quand j'ai besoin de penser clairement. Ensuite, j'ai traversé le restaurant à nouveau, j'ai franchi les portes en verre dépoli, je me suis assise à ma place à la table ovale et j'ai attendu. À midi, mon téléphone a vibré 2 fois coup sur coup. Le premier message texte venait de mon avocat. Transfert terminé. Toutes les propriétés sont maintenant sous votre autorité. Confirmé par le fiduciaire corporatif. Les volontés de vos grands-parents ont été respectées. Le second était une notification formelle du cabinet de l'avocat spécialisé en succession, avec la documentation du transfert en pièces jointes. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai posé mon téléphone face contre table, j'ai pris ma tasse de café et j'ai bu ce qui restait, qui était froid. Le téléphone de mon père a sonné 47 secondes plus tard. J'ai compté les secondes parce que je le regardais. Il a regardé l'écran. Son visage a fait une chose compliquée. D'abord, la légère irritation d'une occasion interrompue, puis la confusion alors qu'il assimilait qui appelait, puis un type d'attention plus particulier. Il a dit quelque chose à ma mère, s'est excusé et a marché vers les portes en verre dépoli. Je l'ai regardé à travers le verre. Il se tenait dans le couloir, le téléphone à l'oreille, sans bouger. Sa main libre s'est portée sur sa nuque.
Il avait les yeux fixés sur le sol. L'appel a duré 4 minutes et 20 secondes. Quand il est revenu par les portes en verre dépoli, il ne s'est pas assis immédiatement. Il s'est tenu au bord de la table avec une main reposant sur le dossier de sa chaise et il a regardé autour de la table d'une manière qui a fait ralentir puis s'arrêter la conversation. Il y a une qualité d'attention qui arrête le temps dans une pièce, et il l'avait à ce moment-là. Puis il m'a regardé. « Nathalie, a-t-il dit, puis-je te parler un instant en privé ?» Sarah a levé les yeux de son téléphone. Chris a posé son pain. L'expression de ma mère a viré à l'alarme. « Bien sûr, ai-je dit. » Nous sommes allés dans le coin de la pièce, près du pupitre de l'hôtesse, assez loin de la table pour que la conversation ne porte pas. Sa voix, quand il a parlé, était basse et prudente. Un homme essayant de garder le contrôle d'une situation qu'il ne comprend pas encore tout à fait. C'était l'administrateur de la fiducie, a-t-il dit. Il a appelé pour m'informer que la fiducie des propriétés côtières a été activée et que l'autorité du fiduciaire principal a été transférée. Il a dit que tu es maintenant la partie contrôlante. Une pause. Il semblait penser que je savais déjà. J'ai essayé de te le dire, ai-je dit. En février, par courrier électronique. Et à l'action de grâce. Il m'a regardé. Il y avait quelque chose dans son expression que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la colère, mais quelque chose de proche. Mélangé à l'inconfort particulier d'une personne qui réalise qu'elle s'est trompée d'une manière qui exigeait qu'elle se soit trompée pendant longtemps. « Depuis combien de temps es-tu au courant ?» a-t-il demandé. « Depuis que j'ai 15 ans, ai-je dit. Grand-mère me l'a dit l'été avant sa mort. » Il a absorbé cela. Je l'ai regardé assimiler les mathématiques de la chose. 15 ans. Toute ma vie d'adulte. Chaque réunion de famille. Chaque conversation sur les propriétés. Chaque commentaire désinvolte sur ce qui devrait être fait avec la maison de plage. Chaque moment où je m'étais assise aux tables familiales avec ce savoir dans ma poitrine et n'avais rien dit. Elle te l'a dit et elle ne me l'a pas dit, a-t-il dit. Ce n'était pas tout à fait une question. Elle m'a fait confiance pour le gérer, ai-je dit. Elle ne me faisait pas confiance. Sa voix était calme, non accusatrice, elle reconnaissait simplement le fait. Je n'ai pas dit ce que ma grand-mère avait réellement dit à son sujet parce que cela n'aurait pas aidé et ce n'était pas nécessaire. J'ai dit, elle savait que tu aimes cette famille. Elle savait aussi que les propriétés avaient besoin de quelqu'un avec un type particulier de patience. Ces choses ne sont pas incompatibles. Il m'a regardé pendant un long moment. Puis il a regardé la table à travers le verre dépoli, l'ovale de lin blanc, les pivoines, Sarah tenant toujours les clés dans sa main, ma mère parlant à tante Diane, la surface ordinaire et continue d'une occasion familiale. La maison de plage, a-t-il dit, est un actif de la fiducie, ai-je dit. Elle a toujours été un actif de la fiducie. Elle génère environ 75 000 € par an en revenus locatifs après déduction des dépenses, qui retournent dans la fiducie. Elle n'a jamais été une propriété familiale de la façon dont tu l'as traitée. Je lui ai promis. Tu lui as promis quelque chose que tu n'avais pas le droit de promettre, ai-je dit, sans cruauté, juste clairement. J'ai essayé de te donner l'opportunité de le savoir avant que tu ne fasses cette promesse. Je ne pouvais pas te forcer à lire le courrier électronique. Il a de nouveau posé la main sur sa nuque. Le geste d'un homme fatigué. Que se passe-t-il maintenant, a-t-il demandé. Je gère la fiducie selon les conditions fixées par mes grands-parents. Les propriétés sont entretenues et louées. Les membres de la famille peuvent les utiliser au tarif familial. Le même arrangement qui a toujours existé. Sarah peut utiliser la maison de plage. Elle doit juste la réserver auprès du gestionnaire immobilier. Elle pense qu'elle est à elle. Je sais. Un silence. Elle va être dévastée, a-t-il dit. Je le sais aussi. Il est resté là un moment de plus. Puis il s'est légèrement redressé, s'est tourné vers la table, a poussé les portes en verre dépoli, est retourné à sa place et s'est tenu derrière sa chaise, et la table est devenue silencieuse. Il y a eu une complication, a-t-il dit. Le silence qui a suivi ces 4 mots avait une texture. J'ai été dans des pièces où de mauvaises nouvelles sont arrivées, et le silence a une qualité particulière, en fonction de ce que les personnes dans la pièce craignaient déjà. Ce silence était le silence de personnes qui n'avaient rien craint, qui étaient au milieu du champagne et des plans de rénovation de terrasse, et qui n'y étaient donc absolument pas préparées. Sarah a regardé mon père,
puis elle m'a regardé. Elle avait un bon instinct, quoi qu'on puisse en dire par ailleurs. Elle a compris en un instant que j'étais la complication. Quelle complication, a-t-elle demandé. Sa voix était assurée. Je lui accorde cela. Mon père s'est assis. Il choisissait ses mots. La maison de plage fait partie d'une fiducie familiale, a-t-il dit. Une fiducie que vos grands-parents ont établie. Je n'étais pas au courant que la fiducie avait des conditions de succession spécifiques. Il a fait une pause. Nathalie est maintenant la fiduciaire contrôlante. Qu'est-ce que cela signifie, a demandé Sarah. Cela signifie que le transfert de propriété que j'ai décrit n'est pas quelque chose que j'avais le pouvoir d'organiser. Je promettais quelque chose que je n'avais pas le droit de donner. Sarah m'a regardé à nouveau. Le regard n'était pas chaleureux. Tu le savais, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Oui, ai-je dit. Depuis combien de temps? Depuis que j'ai 15 ans. Grand-mère me l'a dit. J'ai regardé Sarah assimiler cela avec l'efficacité particulière de quelqu'un qui est très en colère et qui gère cela en temps réel. Elle avait toujours les clés dans la main. J'ai remarqué que sa prise se resserrait. Donc, tu t'es assise là, a-t-elle dit lentement, prudemment, pendant que papa l'annonçait, pendant que tout le monde célébrait. Tu t'es assise là et tu n'as rien dit. J'ai essayé de le dire à papa en février, ai-je dit. Et à l'Action de grâce. Il n'a pas lu les courriers électroniques. Mon père a émis un son qui n'était pas tout à fait un mot. Ce n'est pas, a commencé Sarah. Si, ai-je dit. J'ai les courriers électroniques envoyés. J'ai une trace de la conversation de l'Action de grâce. Je n'ai tendu de piège à personne. Ma mère, qui était restée très immobile, a dit, Nathalie, ne pouvons-nous pas trouver une solution? C'est la famille. La fiducie te permet sûrement de. La fiducie a des restrictions spécifiques sur la façon dont les propriétés peuvent être distribuées, ai-je dit. Je ne peux pas en faire donc pur et simple. Elles doivent être gérées dans l'intérêt de tous les membres actuels et futurs de la famille. Ce n'est pas un choix que j'ai fait. C'est ce que dit la fiducie. Mais tu es la fiduciaire, a dit Sarah. N'y a-t-il pas quelque chose que tu peux faire? Il y a quelque chose que je peux faire, ai-je dit. Je peux gérer les propriétés de manière responsable. Je peux m'assurer qu'elles sont entretenues et qu'elles génèrent des revenus. Je peux les mettre à la disposition des membres de la famille à des conditions équitables. C'est ce que je vais faire. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, a-t-elle dit. Non, ai-je approuvé. Ce ne l'est pas. Il y a eu une période, j'estimerais à 20 minutes, bien qu'elle m'ait semblé plus longue, pendant laquelle le brunch est devenu autre chose qu'un brunch. Des voix se sont élevées, puis ont baissé, puis se sont élevées à nouveau. Ma mère a pleuré 2 fois brièvement, et tante Diane a posé des questions sur un ton qui suggérait qu'elle essayait de comprendre plutôt que d'intervenir. Chris est resté très immobile et a dit très peu de choses, ce qui est son mode de fonctionnement dans les situations difficiles, et ce que j'ai toujours respecté. L'ami d'université de mon père et sa femme ont tranquillement commandé un autre café et ont étudié la fenêtre. Sarah a dit des choses blessantes, ce à quoi je m'attendais et pour lesquelles je m'étais préparé. Elle a utilisé le mot abus de pouvoir. Elle a utilisé le mot manipulatrice. Elle a dit que ma grand-mère avait clairement perdu son jugement dans ces dernières années pour avoir confié ce niveau de responsabilité à quelqu'un qui l'utiliserait de cette façon. Cette dernière remarque a frappé plus fort que les autres parce qu'elle impliquait ma grand-mère. Et ma grand-mère n'est pas là pour répondre. J'ai tenu ce qu'elle a dit de la façon dont on tient une poêle très chaude, prudemment, en ayant conscience que cela fera mal si on la serre, en la posant aussi vite que possible sans la faire tomber. Ce que je n'ai pas fait, c'est m'excuser. J'y avais pensé la nuit précédente. Des excuses seraient à la fois malhonnêtes et nuisibles. Malhonnête parce que je n'avais rien fait de mal, et nuisible parce que cela donnerait l'impression que la situation était négociable d'une manière qui n'était pas le cas. Ma grand-mère avait passé 15 ans à mettre cela en place. Je n'allais pas commencer mon mandat de fiduciaire en m'excusant pour les termes de la fiducie. Ce que j'ai dit quand la conversation a atteint une sorte de pause épuisée a été ceci. Je comprends que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez aujourd'hui. Je suis désolé que papa ait fait une promesse sans les informations dont il avait besoin pour la faire. Je ne suis pas désolé d'honorer les volontés de ma grand-mère. Elle a passé des années à réfléchir attentivement à cette décision. J'ai l'intention de l'honorer avec attention. Sarah s'est levée,
a rassemblé ses affaires avec l'efficacité calme de quelqu'un qui est furieux et a décidé que rester était en dessous de sa dignité, et est parti sans me dire au revoir. Ma mère l'a suivi à travers le verre dépoli. Je pouvais les voir près du pupitre de l'hôtesse. Ma mère avec une main sur le bras de Sarah. Mon père s'est raclé la gorge et est resté à table. Il regardait le centre de table, les pivoines blanches, avec une expression que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. Quelque chose de creusé. Tu aurais pu rendre cela plus facile, a-t-il dit, sans accuser. Juste comme une constatation. J'ai essayé, ai-je dit. En février. Je sais, il est resté silencieux un moment. Ta grand-mère avait raison à ton sujet. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il voulait dire. Je pensais le savoir et je pensais que le savoir était suffisant. Les jours qui ont suivi le brunch n'ont pas été faciles, ce à quoi je m'étais attendu, et n'ont pas non plus été aussi horribles qu'ils auraient pu l'être, ce à quoi je ne m'étais pas totalement attendu. Sarah ne m'a pas parlé pendant 3 semaines. Ma mère a appelé le soir du brunch et a laissé un message vocal dont le ton était gentil et le fond confus, me demandant de réfléchir s'il n'y avait pas une certaine flexibilité dans la situation. Nous avons parlé le lendemain pendant 40 minutes, et à la fin, elle a dit « Je veux juste que tout le monde aille bien ». Ce qui est la chose que ma mère a toujours voulu et qui n'est pas toujours la chose qui est disponible. Chris m'a envoyé un message texte ce soir-là. 3 mots. Tu as bien agi. Mon père a appelé 8 jours après le brunch. Le dimanche soir, ce qui est le moment où il passe les appels qu'il compose depuis une semaine. Il a dit que son avocat avait examiné les documents de la fiducie, avait tout confirmé. Inattaquable. J'aurais dû lire le courrier électronique, a-t-il dit. Oui, ai-je dit. J'ai réfléchi à la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait. Je pense qu'une partie de la raison était que je ne m'attendais pas à ce que quelque chose de compliqué vienne de la succession à ce stade. Vos grands-parents sont partis depuis si longtemps. Je pensais que ces choses étaient réglées. Il a fait une pause. Je pense aussi que je ne te prêtais pas assez d'attention en général. Pendant longtemps, j'ai fait des suppositions sur ce que tu avais, sur ce dont tu avais besoin. Elles n'étaient pas exactes. J'ai tenu le téléphone et suis resté silencieuse un moment. Grand-mère faisait attention, ai-je dit finalement. Oui, a-t-il dit. En effet. Un type de silence différent de ceux du brunch. Celui-ci avait plus d'espace. Sarah est toujours très contrariée, a-t-il dit. Je sais. Je ne vais pas défaire 15 ans de planification de ma grand-mère parce que Sarah est en colère. J'aimerais qu'elle finisse par le comprendre. Je ne suis pas sûr qu'elle y parviendra. Elle finira par s'y faire, a-t-il dit sur le ton incertain d'un homme qui a besoin d'y croire. Peut-être, ai-je dit. Après que nous avons raccroché, je me suis assise à la table de ma cuisine dans le calme de mon propre appartement et j'ai pensé à ma grand-mère à la table de sa cuisine avec les rideaux jaunes. La façon dont elle m'avait regardé à travers la table et avait dit, dans 15 ans, ce sera toi. J'avais 15 ans. La distance semblait impossible. J'en avais 30 maintenant, et la distance était derrière moi, et ce qui était devant moi était un portefeuille de richesses familiales soigneusement géré et la responsabilité de le protéger pour les personnes qui viendraient après moi. Y compris les enfants que je pourrais avoir et les enfants que Sarah pourrait avoir et les petits-enfants qu'aucune de nous ne pouvait encore imaginer. Ce n'est pas une position confortable. C'est une position lourde de conséquences. Ma grand-mère avait su que ce serait lourd, et elle m'avait choisi pour cela de toute façon, et j'avais l'intention d'être à la hauteur de ce choix. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai commencé un nouveau document et j'ai écrit en haut « Fiducie des propriétés côtières, année 1 ». J'ai pensé au rideau jaune. J'ai pensé à la dernière ligne de la dernière lettre. Elle aurait aimé cela. Le début ordonné de quelque chose, le pragmatisme du lendemain d'une personne qui a reçu quelque chose d'important et qui se met au travail. J'ai commencé à taper. Dehors, la ville faisait ce que font les villes le soir. Des voitures et des voix et le son ambiant des gens vivant à proximité. Et j'étais là, à ma table, avec mon document et le poids de 15 ans de confiance. Et je me suis senti, pour la première fois depuis longtemps, exactement de la bonne taille. Ni grande, ni petite, juste exactement ce que j'étais.